Voilà, la question que nous est posée aujourd'hui, c'est comment réinventer l'habitat pour tous. Quel est le constat aussi des acteurs de terrain? Quels sont les leviers d'action? Et finalement, c'est un peu le mot d'ordre de toute notre journée, c'est comment agir ensemble. Et donc, comment agir ensemble pour réinventer cet habitat pour tous? Et ce sont l'ensemble de ces questions dont nous allons débattre maintenant avec nos intervenants, que je remercie d'être là. Je sais qu'il y en a un qui a un petit peu couru, je vais les laisser, mais quand même, je vais vous accueillir sur scène. Donc déjà, nos intervenants, donc Christelle Gautreau, architecte associée. Vous pouvez monter sur scène, Christelle. Bonjour, architecte associé Bond Society. Vous êtes commissaire de l'exposition qui vient de s'achever au pavillon de l'Arsenal, intitulée Coup de vieux et si l'habitat participatif senior anticipait le logement de demain. Je vous en prie, installez-vous. Vous pouvez applaudir quand même. Jean-Philippe Arnoux, vous êtes parfait. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, posez-vous le temps que je présente tout le monde. Directeur Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Vous accompagnez notamment les enseignes de Saint-Gobain Distribution France sur les plans d'action pour relever les défis liés au vieillissement de la population dans la rénovation de l'habitat, avec des dispositifs innovants tels que des réseaux, de trucks pédagogiques pour l'autonomie. Et aussi, vous êtes également, et c'est ça qui nous intéresse également, l'auteur d'un rapport aux côtés d'Hervé Meunier, l'année dernière, d'un rapport sur l'adaptation des logements au vieillissement de la population. À vos côtés, je vais accueillir maintenant M. Emmanuel Desmézières, directeur général de ICAD Promotion. Vous êtes membre du comité exécutif d'ICAD. Bonjour monsieur, installez-vous. Vous représentez également ici la Fédération des entreprises immobilières. ICAD Promotion, filiale de la Caisse des dépôts, qui réalise notamment de nombreuses opérations dans le résidentiel, notamment de logements collectifs, des résidences étudiantes, des résidences seniors ou intergénérationnelles. Nous avons également à vos côtés Mario Baston, directeur général Eneal. Merci beaucoup également d'être avec nous ce soir. Foncière médico-sociale d'Action Logement qui accompagne les acteurs du secteur dans la réalisation, la réhabilitation d'EHPAD ou encore de résidences autonomie. Et enfin, vous avez vu, ils sont nombreux, hein, mais c'est un sacré plateau et on a beaucoup de chance. Monsieur Christian Dubois, président de Nexity. Alors moi, j'ai envie de le dire non-profit, mais on le réexpliquera, on peut dire aussi non-profit. Filiale non lucrative, comme son nom l'indique exactement, du promoteur privé Nexity. Et vous réalisez notamment des pensions de famille, on va en parler. Alors j'aimerais commencer par un petit tour de table pour cette table ronde, justement sur les constats et la vision que vous pouvez avoir aujourd'hui de notre sujet. Quels sont les freins actuels au développement d'une politique de logement efficace, notamment pour faire face à ce défi démographique qui est le nôtre? Comment loger dignement nos aînés, anticiper le vieillissement de la population? Et c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, vous travaillez depuis longtemps, Monsieur Arnoux. Peut-être pour commencer. Oui, bonsoir à toutes et tous, ou bonjour. Oui, ça fait une dizaine d'années que effectivement, je travaille sur le sujet, alors à travers différentes expériences, d'abord dans le négoce de matériaux, puis après dans une ancienne grand public qui était la Paire, où j'ai commencé effectivement à m'interroger sur l'impact qu'aurait ce vieillissement de la population sur nos métiers, on va dire, d'intervenants dans la rénovation d'habitat. Et puis bon, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux pyramides des âges et de voir qu'effectivement, admettre que plus de 40% de nos clients demain auraient 60 ans et plus, qu'il y aurait ce doublement des 75 ans et plus, doit nous interroger sur les offres et la manière qu'on accompagne finalement les usagers au quotidien. Alors côté négoce, on accompagne des particuliers, mais on doit aussi accompagner des professionnels du bâtiment pour intégrer cette nouvelle transition à côté de la transition énergétique. Il y en a d'autres, il y a la transition numérique, il y en a plein d'autres, pour le faire bien. Alors on a la grande chance effectivement d'avoir une longue expérience de la transition énergétique, qui n'a pas toujours été une route droite et facile. Et là, on a l'opportunité de mieux faire, finalement, sur l'adaptation des logements et sur l'accompagnement de ce qu'on appelle le parcours résidentiel senior, c'est-à-dire porter à la connaissance des seniors qu'effectivement, il y a le domicile, il y a l'EHPAD, mais qu'entre les deux, il y a tout un parcours qu'on peut construire quand on part à la retraite, pour éviter le déclassement social, parce que malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Et donc, comment maintenir sa vie dans un environnement sécurisé, mais aussi connecté à la ville, connecté aux autres, connecté aux services, connecté à la médecine. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la prime adapt. C'est quelque chose que vous devez avoir une image plutôt positive, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le deuxième rapport auquel j'ai contribué, le rapport Broussy de l'an dernier, et celui de 2019 était le premier de la filière.
Alors effectivement, un des freins à l'adaptation du logement était l'extrême complexité des aides, parce que extrême pluralité des acteurs. C'est un sujet, quand on parle de silver economy, j'aime toujours pas le terme, mais qui est vraiment transversal. Donc, alors, qui a été traditionnellement, parce que personnes âgées, on pense personnes fragiles, donc liées au ministère de la Santé, ce qui fait que d'autres ministères ne se sont jamais trop occupés. Et notamment le logement. Voilà. Et donc du coup aujourd'hui, l'enjeu de MaPrimeAdapt', effectivement, c'est au moins pour les aides nationales, avoir, comme MaPrimeRénov', un portail unique, un guichet unique, et aussi des moyens pour accélérer l'adaptation des logements pour les personnes âgées. Donc les chiffres sont assez récents. Alors aux dernières nouvelles, c'était 350, et puis il y a 2 jours, on a appris qu'il fallait rénover 500 000 logements, adapter 500 000 logements sur le quinquennat. Donc ça y est, c'est parti. Normalement mise en place au 1er janvier 2024, avec des budgets conséquents, 450 millions d'euros pour commencer, et ensuite ça suivra, je dirais, la courbe démographique. Et alors plutôt réservé au public modeste et très modeste, donc des primes qui vont de 50 à 70%, cumulables avec des aides locales. Et puis alors quelque chose d'intéressant, un droit ouvert à tous les Français, quelles que soient leurs conditions de revenus, à avoir une évaluation de leur logement à partir de 70 ans. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est écrit. Alors, reste beaucoup de choses d'un point de vue qualitatif à écrire. Et donc là, les groupes de travail reprennent avec le club de l'amélioration de l'habitat, avec la filière et avec les ministères, pour définir quels gestes de travaux, quel label éventuellement pour des artisans. Enfin, comment se garantir qu'effectivement, on n'ait pas quelques errances de la transition énergétique qu'on a connue et qu'on fasse bon du premier coup. Merci beaucoup déjà pour ce premier point. Donc un constat, les choses avancent déjà dans l'adaptation du logement, mais tout n'est pas encore, le chemin est encore long, mais en tout cas le problème est posé. Monsieur Baston, chez Enéal, vous êtes spécialisé dans le logement senior, médico-social. Aujourd'hui, quel est votre constat aussi de votre point de vue ? Alors Enéal, c'est une filiale du groupe Action Logement, c'est la filiale spécialisée dans le logement, dans l'habitat médico-social. Le groupe Action Logement a souhaité compléter le parcours résidentiel dans l'habitat. Historiquement, le groupe Action Logement, c'est plutôt le logement des salariés, des plus jeunes jusqu'aux salariés. Aujourd'hui, on développe, et on l'a vu tout à l'heure avec nos collègues des RIGER, tout un tas de solutions d'habitat pour seniors, parce qu'il faut bien que les anciens salariés se logent et que leurs familles se logent. Donc Enéal a été, la feuille de route d'Enéal, ça a été de lui proposer, avec une enveloppe de fonds propres assez importante, d'aller accompagner l'adaptation des résidences médico-sociales, EHPAD et résidences autonomie, sur le volet immobilier. Donc nous, notre job aujourd'hui, notre feuille de route, c'est d'aller répondre à une sollicitation sur des besoins de rénovation, de réhabilitation d'établissements médico-sociaux. Et on va travailler à trouver des équipes d'opération. Après avoir acheté un certain nombre d'établissements, on va les rénover, les réhabiliter. Et l'enjeu, c'est de maintenir dans le secteur médico-social à but non lucratif des établissements qui auraient pu en sortir ou pour lesquels on n'aurait pas eu de moyens de trouver des solutions de réhabilitation, de rénovation. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui d'Enéal. Enéal qui a fusionné avec une filiale qui était bien connue sur la Nouvelle-Aquitaine, Logévie, et qui a beaucoup travaillé sur le développement de résidences intergénérationnelles thématiques. Donc c'est vrai que sur les maisons de Marianne et sur ces sujets, je connais bien ce sujet-là, puisqu'on avait développé de l'intergénérationnel thématique, on a pas mal de résidences sur ce volet-là. Donc l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui d'avoir un panel de propositions, d'outils, de produits, je dirais, destinés aux seniors pour permettre d'avoir toutes les solutions au fil du vieillissement de cette population-là. Alors j'ai bien aimé votre lapsus tout à l'heure lorsque vous avez indiqué qu'on était plutôt dans un défi démocratique plutôt que démographique. Pourquoi ? Parce que le défi, il est là. Comment on va pouvoir démocratiser le choix des personnes qui avancent dans l'âge. Aujourd'hui, effectivement, on a pas mal de solutions qui sont apportées sur ces sujets-là, mais le choix, les personnes vieillissantes ne l'ont pas vraiment. Elles le subissent. On leur propose des solutions bon gré, mal gré. Elles vont être dans l'obligation de choisir une solution. Elles ne peuvent pas tellement s'y préparer. Il y a forcément et souvent des ruptures brutales. Et c'est ça qu'il faut arriver à dépasser.
Donc, Et quel est le problème de fond? Pourquoi est-ce que vous pensez? C'est un problème de quoi? De communication, de pédagogie? D'abord, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des difficultés pour appréhender le vieillissement et pour essayer de se préparer à ces difficultés-là. Hein, on le voit bien dans le logement social. En logement social, chez nos locataires, écoutez, on traite le problème du maintien dans les lieux au dernier moment lorsqu'on détecte la difficulté. Avec le groupe Action Logement, on travaille actuellement un process de détection des fragilités très en amont, justement pour éviter cette rupture brutale. On a aussi une difficulté de dire, lorsque les personnes sont à revenus modestes, lorsque les personnes ont des petites retraites, trouver une solution à une personne qui a un faible revenu, c'est pas facile. Hein, les solutions se réduisent. Donc c'est là où rentrent en jeu toutes les solutions qu'on apporte tous, que ce soit sur le logement bailleur social ou le logement privé. Parce que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, la solution, c'est vraiment d'être en capacité d'ouvrir le choix aux personnes vieillissantes et de leur apporter le service qui va bien. Et le service qui va bien, on a bien vu tout à l'heure, on ne peut pas le refacturer quand on est dans le logement social, donc il faut bien que quelqu'un le paye, de toute façon. Donc une des solutions qu'on n'a pas encore assez travaillé, je crois, c'est la mutualisation, le conventionnement, de trouver des solutions sur ces volets-là. On fait du bon boulot en termes d'habitat, on propose de belles solutions aujourd'hui, mais encore faut-il qu'on arrive à trouver des solutions plus adaptés pour accompagner ces parcours résidentiels. Alors justement, Monsieur Desmézières, je me tourne maintenant vers vous. Nous parlons beaucoup des seniors, mais on parle quand même d'intergénérationnel. Il ne faut pas oublier les autres populations. Il faut agir pour toutes les générations. Cela passe par des logements spécifiques pour les étudiants, pour les jeunes actifs. Alors maintenant, on mélange aussi un peu. On parlait d'intergénérationnel, comme présenté tout à l'heure. Pour vous, quelle est votre vision aujourd'hui de votre point de vue de ce sujet ? Déjà, c'est inscrit dans notre raison d'être que de créer des lieux de mixité, des lieux inclusifs. Et donc, on s'attache à constituer une offre en direction de l'habitat inclusif. On a parlé des seniors, on peut parler aussi des personnes en situation de handicap, avec des tailles qui peuvent être très différentes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la taille des résidences. On travaille classiquement des résidences services seniors de l'ordre de 100 logements qui fonctionnent en autonomie. Mais on est aussi sur des concepts qui mêlent l'habitat classique auprès des ménages avec de la colocation, du co-living senior, avec des unités de 6-7 chambres, des parties communes. On le fait avec Domani, qui est un opérateur que nous soutenons d'un point de vue capitalistique. Et cette approche nous permet vraiment de créer de la mixité à l'échelle de l'immeuble. Les personnes en situation de handicap ont besoin aussi d'être dans des habitats banalisés. Et c'est le cas quand on traite à cette échelle-là, par exemple, comme on le fait avec Omnia, au fil du temps, un partenariat qui est très nourri. Mais la mixité sociale, et j'aimerais aborder le sujet, c'est aussi une mixité sociale qui intègre la primo-accession. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du coût de la vie, du pouvoir d'achat. Le sujet du logement, il n'est pas forcément abordé au juste niveau actuellement, et pour autant, c'est un sujet prégnant. Nous, promoteurs, j'ai mon camarade Nexity à côté qui pourra sans doute abonder. Nous, promoteurs, on a vu disparaître de nos bureaux de vente toute une classe de population de jeunes actifs complètement désolvabilisés par la hausse des prix de vente, qui sont liés au prix du foncier et qui sont liés au coût des matériaux et du coup au prix de revient technique. Et donc, on se doit de retrouver des solutions pour loger ces ménages, en particulier les jeunes actifs. On a beaucoup parlé des travailleurs de première ligne pendant la crise sanitaire, on en parle un peu moins maintenant, mais le problème il est toujours aussi important et voire il s'est accentué. Pareil et donc, pour les étudiants, finalement, ça a été aussi un gros problème pour se loger. Pour les étudiants également, avec des solutions locatives qui sont quand même aujourd'hui plus en adéquation avec les besoins. Et donc sur ce sujet du logement en primo-accession, je pense qu'on a un outil aujourd'hui qui pourrait fonctionner, y compris avec des acteurs du privé, à partir du moment où ils montent des structures à but non lucratif. C'est le sujet de l'OFS et des BRS. Et c'est un projet aujourd'hui qui embarque encore assez peu de production. Je crois qu'en 6 ans, finalement, c'est 2000 logements qui sont vendus en BRS, alors qu'il y a des besoins qui sont abyssaux. Et donc, notre enjeu pour nous, chez ICAD Promotion, on a créé notre OFS. On est agréé sur 2 régions, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de généraliser ce produit et de le lancer. Et je pense qu'on a besoin du monde de logement social. Comme ça permet justement d'avancer. À côté de nous, en partenaire, pour pousser ces sujets qui nous permettent de faire de la mixité, y compris dans le diffus.
Et donc je rappelle les chiffres, hein. Aujourd'hui c'est 30% de moins pour les mises à l'offre de logements. On est sur 7 mois de stock, et donc cette pénurie de logements, elle crée la hausse des prix et elle désolvabilise encore une fois un bon nombre de Français. Bien sûr. Alors justement, je voudrais aussi me tourner vers aussi des solutions. Alors, on a parlé tout à l'heure des maisons de Marianne, ces solutions intergénérationnelles. Christelle Gautreau, donc vous êtes architecte chez Bond Society, je le précisais, vous êtes commissaire de l'exposition qui vient de s'achever au pavillon de l'Arsenal intitulée Coup de vieux et si l'habitat participatif senior anticipait le logement de demain. Quel constat, et c'est intéressant justement d'avoir votre vision après votre enquête, quel constat avez-vous pu tirer de vos recherches sur l'habitat idéal finalement des seniors aujourd'hui, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer? Ça fonctionne, merci. Ouais. Donc oui, effectivement, on a mené une recherche pendant 2 ans, soutenue par le pavillon de l'Arsenal et Faire Paris. L'idée, c'était de dire, est-ce que l'habitat peut être une réponse aux 4 grands enjeux qui touchent aujourd'hui les personnes arrivées à la retraite? Baisse des revenus, donc effectivement, le coût du logement augmente dans la part du panier. La solitude, on en a parlé, l'isolement, avec 50 ans de mobilité, on est beaucoup moins proche des familles. Le sujet de est-ce qu'un logement bien adapté peut prolonger l'autonomie à domicile et donc reporter l'âge d'arrivée dans des maisons médicalisées ou dans des EHPAD. Et aussi, ça c'est assez important, c'est ce sujet du besoin en aidant, vous en avez parlé. Est-ce qu'à un moment, la solidarité aussi entre personnes habitant dans la même résidence peut aussi résoudre ce sujet de l'aidant? Voilà. Et la 4e point qui est moins un problème mais qui est plus un besoin, c'est qu'arrivé à l'âge de la retraite, le logement devient aussi un espace d'activité. Certains des lieux qu'on a étudiés ont même créé un ERP, donc un établissement recevant du public au rez-de-chaussée, et finalement toutes les parties communes deviennent aussi un rez-de-ville actif. Donc voilà la question qu'on s'est posée. Donc on a exploré 10 lieux d'habitat participatif en France en se disant, est-ce que ces retraités-là n'ont pas fabriqué eux-mêmes leur habitat idéal? Rappelle, ils ont fabriqué leur habitat, donc c'est des seniors qui se sont mis ensemble pour se rapprocher d'un promoteur et ont créé leur habitat. Alors ils ne se sont pas rapprochés d'un promoteur, ils se sont souvent rapprochés de bailleurs sociaux où ils ont fait de l'autopromotion. Ensemble, ils sont allés chercher des architectes et ils ont créé le lieu idéal. Donc c'est entre 5 et 50 habitants. Le maximum c'est 23 logements parce qu'en fait il y a une taille critique et finalement ils ont créé leur habitat collectif, c'est des petits collectifs. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que du coup ce que vous en avez ressorti finalement, c'est des axes de conclusion aussi de toute cette enquête-là. Vous avez, repéré 10 axes importants pour eux. Nous, notre objectif en tant qu'architecte, c'est, on a un pôle de recherche à l'agence, c'est de nous former, nous les architectes, sur effectivement le cahier des charges et le design et la conception de l'habitat adapté aux seniors. Mais c'est aussi un outil, il y a un livre, un petit livret de l'expo qui permet à tout à chacun, bailleurs sociaux ou promoteurs, en fait, on a tiré des conclusions. Donc les grandes conclusions, c'est la situation géographique. Finalement, quand on arrive à la retraite, on n'a pas du tout envie de vivre en pleine campagne, complètement déconnecté des commerces. C'est la ville qui est marchable, c'est à moins de 10 minutes à pied des commerces. Quelques autres axes, tout le monde, ils ont tous choisi le T2 ou le T3, ils ne sont pas du tout en quête de grands logements, mais en revanche, ils ont des studios d'invités, parce qu'il y a un sujet de pouvoir accueillir chez soi et donc d'avoir des studios partagés. Il y a des maisons communes dans tous les projets, beaucoup de places laissées à la pleine terre et au jardin. Pour 2 raisons. Le jardin est un espace d'activité, mais c'est aussi un lieu propice à la fraîcheur avec le réchauffement climatique. Des logements double orientés et surtout une très grande attention à la conception bioclimatique, parce que tous les retraités qui ont lancé ces projets avaient pour objectif de baisser leur charge mensuelle. Et il y avait non seulement l'envie de ne pas avoir le moins d'impact sur l'environnement, j'imagine quand même, mais aussi il y avait un problématique de pouvoir d'achat. Oui, c'est des personnes qui avaient des valeurs assez fortes pour avoir peu d'impact sur l'environnement, mais c'était quand même aussi un sujet économique. C'est qu'en fait, ils vivaient souvent dans des grandes maisons. Ça m'a plus frappé, ça m'a beaucoup frappé dans les interviews. C'était beaucoup des femmes avec des petites retraites qui vivaient dans des grandes maisons. Ils disaient qu'en fait, leur retraite, elles mettaient tout dans les frais d'impôts fonciers, de réfection de toiture, etc. Et en fait, il y a une volonté de retourner en petits collectifs avec des bonnes qualités, des espaces extérieurs, etc. Et surtout une réduction des charges mensuelles. Donc ils ont mis beaucoup d'investissements au départ dans la construction. C'est quoi la plus grosse difficulté qu'ils ont rencontré finalement? Trouver le terrain. Donc je pense que les élus ont vraiment un rôle à jouer pour le développement de ces projets-là.
Réaliser la maîtrise d'ouvrage, c'est compliqué quand même quand on est une douzaine. Donc c'est pour ça aussi que les bailleurs, ils sont souvent allés chercher des bailleurs sociaux qui se sont impliqués en copromotion. Et le financement, parce que quand on est 15 personnes de 70 ans et qu'on se retrouve devant un banquier, ben, c'est pas simple. Donc voilà, moi je pense qu'il faut s'inspirer de ces lieux-là parce que aussi, justement pour les promoteurs, c'est un peu des cahiers des charges idéales. Et puis on peut tous se dire qu'on peut créer des lieux comme ça qui ne sont pas forcément à l'initiative des habitants, mais dans lesquels les habitants vont trouver des qualités de vie et créer du lien. Merci beaucoup. Alors du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Dubois. C'est un autre lieu innovant qui fonctionne, les pensions de famille, ce qui est une de vos spécialités chez Nexity Non-Profit. Vous allez nous l'expliquer. Puis pareil avec ce mélange. Voilà, c'est pas que pour les seniors et là pour le coup pas du tout. Enfin, oui. Alors, ouais. La pension de famille, c'est pas innovant du tout puisque ça existe depuis plus de 20 ans. Je dirais que c'est peut-être la façon dont on l'aborde aujourd'hui qui peut paraître innovante. Moi, j'ai créé chez Nexity et je préside une structure un peu particulière qui a vocation à accompagner les associations dans le logement des plus démunis, des plus fragiles. Comme son nom l'indique, cette structure n'a pas vocation à gagner d'argent. Et on vient accompagner les associations dans leurs projets immobiliers. Et seulement ça. C'est-à-dire que l'association gère les endroits qu'on peut créer, principalement des pensions de famille. Et nous, on fait la partie immobilière, on fait ce qu'on sait faire, et pas plus que ça. Donc une pension de famille, donc ça existe, je le disais, depuis une bonne vingtaine d'années. Ça a du mal à se déployer, ça a du mal à prendre. Il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. C'est une petite résidence sociale, en fait, de 20-25 studios, avec une grande pièce commune qui permet des moments de partage. Les studios, donc c'est du logement, c'est-à-dire que les gens sont chez eux, dans leur logement. Ils ont la clé de leur logement, ils ont une boîte aux lettres à leur nom. C'est souvent un signe de reconnaissance quand on rentre dans une pension de famille. On commence par voir les boîtes aux lettres, alors que souvent dans nos résidences, on essaie de les cacher de plus en plus. Donc c'est pas sympa dans un hall d'entrée. Dans une pension de famille, on regarde ça et c'est un signe de fierté pour les habitants de la pension de famille. La pension de famille, elle est gérée par une association, donc un couple d'hôtes qui n'habitent pas sur place, mais qui travaillent. Ils ne sont pas forcément en couple, c'est 2 personnes, travailleurs sociaux, salariés de l'association et qui viennent accompagner les personnes qui viennent ou de la rue directement, ou qui viennent des gens qui ont du mal à s'en sortir, qui passent de centre d'hébergement en centre d'hébergement sans voir vraiment la lumière. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et là, ils trouvent un havre de paix. C'est paisible, une pension de famille. La vie est paisible, la vie est un peu collective, mais celui qui n'a pas trop envie de jouer avec les autres, il reste chez lui. Il ne peut pas refuser non plus quand même la vie collective. Il y a cette volonté d'un projet. Pareil, dans la pension de famille, comment ça non, se passe c'est le projet de l'association. En fait, à chaque fois, le projet est différent parce que les associations peuvent avoir l'idée d'accueillir des publics. Le public, il est souvent large. C'est plutôt des hommes, plutôt des gens âgés, mais il y a aussi des jeunes, il y a des femmes. On reste dans une pension de famille. La moyenne, c'est 5 ans. Mais il y en a qui restent 1 mois et il y en a qui restent 15 ans. Donc il y a un projet qui se crée, un projet collectif, d'aller faire les courses ensemble, d'aller faire. Alors, le projet, il est porté par l'association et il est mis en œuvre par les 2 hôtes dont je parlais tout à l'heure et par beaucoup de bénévoles qui viennent donner un coup de main, avec des gens du quartier qui viennent aider. Quels sont les freins que vous rencontrez du coup pour le développement de ce type d'habitat ? Quelle est votre vision justement sur notre sujet j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un majeur. Voilà. Et donc pas beaucoup parce qu'en fait aujourd'hui il y a un plan de l'État qui est porté par le président de la République qui s'appelle le plan Logement d'abord, Housing First, qui est l'idée d'éviter ce parcours résidentiel qui commence dans un centre d'hébergement, qui commence de mettre tout de suite les gens dans un logement. C'est bien pour ça que c'est du logement. C'est plutôt, pour une famille, c'est 20 à 25 logements, donc c'est des logements qui comptent dans la loi SRU, qui comptent. Financièrement, c'est avec nos partenaires bailleurs sociaux, qu'on arrive à trouver des équilibres assez facilement, et l'association, elle est rémunérée par l'État, 18 € par jour par personne accueillie. Les habitants payent aussi un loyer en fonction de ce qu'ils peuvent mettre dès qu'ils ont retrouvé l'accès à l'APL, l'accès aux différents droits sociaux. Le frein, il est politique. Il est aujourd'hui, on a créé ces structures il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. On a aujourd'hui 80 projets qui sont en cours au travers de la France.
Il y en a 5 résidences déjà qui sont livrées et qui sont ouvertes, et puis en chantier, des permis de construire. Et c'est bien ça mon problème, c'est que pour faire une pension de famille, bon, j'ai besoin de tous les acteurs, dont certains qui sont autour de la table, mais ça, il y a plein de bonne volonté là-dessus. J'ai juste besoin aussi d'un permis de construire. Voilà. Et c'est là que ça coince le plus souvent, parce qu'il y a un problème de pédagogie. Alors, depuis 3 ans, nos équipes font visiter les pensions de famille. C'est un peu le premier accord qu'on a avec toutes nos associations partenaires, c'est d'ouvrir les portes de ces pensions de famille, préparer les gens à l'accueil. On ne rentre pas dans une pension de famille comme ça. Hein, et on s'aperçoit que quand on réussit à faire venir un élu dans une pension de famille, celui qui nous disait non, en disant pas ces publics-là, pas de ça chez moi, j'entends aussi de temps en temps, dès qu'il a vu quelle était la vie et le côté vraiment paisible, j'insiste là-dessus, de la pension de famille, paisible aussi pour les voisins, paisible pour le quartier, l'élu dit oui, mais j'en veux. Hein. Et on s'aperçoit d'ailleurs que quand on a réussi à faire une pension de famille, alors nous, il n'y a pas que nous qui faisons des pensions de famille, mais quand il y a déjà une pension de famille dans un endroit, dans une commune, souvent on arrive assez facilement à faire la deuxième, voire même la troisième, ça dépend de la taille de la ville, mais il faut au minimum 10 000 habitants dans une ville pour qu'il y ait un besoin d'une pension de famille. Mais quand la ville fait 70 000 habitants, on peut faire 6 ou 7 pensions de famille. Et l'élu devient porteur du sujet. Et ça fonctionne. Et alors du coup, on se voit bien, enfin, après avoir entendu toute votre contribution, c'est que finalement, ce défi-là, ça pousse à l'innovation, hein, Monsieur Arnoux, on le sait, tant d'innovation financière, technique, d'accompagnement, etc. Mais aussi une nécessité de travailler aussi sur ses parcours et finalement aussi travailler dès son logement. Peut-être. Oui, alors je rebondis sur ce que vous avez dit. Effectivement, il y a besoin de porter à connaissance. Et il y a dans le dossier MaPrimeAdapt' et même dans le plan Tichu du gouvernement, à un moment donné, il a été évoqué la révolution de la prévention. Et vraiment, c'est un enjeu. Effectivement, aujourd'hui, vivre à la retraite, c'est prévoir. Et ça sera toujours de plus en plus prévoir. Aujourd'hui, on vit un quart de sa vie, voire un tiers à la retraite. Et donc, habiter, c'est pas innocent. Sauf que pour prévoir, il faut connaître. Et donc aujourd'hui, effectivement, les gens souvent restent chez eux parce que, parce que c'est leur chez eux. Ils compensent parfois le côté inadapté du logement jusqu'à ce que se mettre en danger et jusqu'à ce qu'on intervienne trop tard. Parce qu'ils ne connaissent pas toutes les alternatives. Mais effectivement, et là où je rebondis, je vois beaucoup d'élus, moi régulièrement, des CCAS, des maires et ainsi de suite, ils ne connaissent pas les alternatives. Donc du coup, ils ne portent pas ou ils ne suscitent pas des projets au niveau du village, de la petite ville, là où peut-être qu'effectivement une association pourrait porter un projet de vie, un projet social entre personnes qui se réunissent. La Fondation Saint-Gobain accompagne par exemple une association qui s'appelle Habitage, où ils ont proposé effectivement à 8-10 personnes âgées, donc c'est Combré, c'est un petit territoire en Anjou, mais qui était un peu éparpillé dans la campagne, de travailler à un projet, et puis le projet est clos, et donc ils construisent eux-mêmes leur propre résidence avec l'appui des élus locaux, qui a offert, en fait c'est un ancien relais. Finalement, cette connaissance du terrain, en fait, parce que finalement ça vient de là, c'est ces élus locaux qu'il faut travailler encore et encore. Je crois que vous êtes aussi d'accord, monsieur Baston. C'est cette nécessité de communication, de pédagogie, de connaître l'ensemble des parcours qui sont possibles. On voit qu'il y a plein de solutions finalement. C'est cette vision d'ensemble que les élus locaux ont du mal à avoir. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on mettait côte à côte tous les habitats, tous les types d'habitats, toutes les solutions que les promoteurs, que les bailleurs sociaux, que les associations apportent, vous verriez qu'il y a un panel, c'est assez extraordinaire. La problématique, c'est que c'est le lien avec toutes ces solutions qui est aujourd'hui pas très structuré. Et c'est vrai que un guichet unique ? il faudrait peut-être pas, mais il faudrait avoir une visibilité par territoire, par quartier, pour trouver des solutions qui complètent le parcours résidentiel. Lorsque vous avez vos maisons de famille, la difficulté de l'élu, lui, il va se dire, il va y avoir que les hommes, ça va être le BINS, le quartier ne va pas l'accepter. Par contre, si la pension de famille est liée peut-être à de l'intergénérationnel ou à d'autres types de logements et que ça marche ensemble et qu'il y a une salle commune où les gens peuvent se retrouver, ça peut peut-être fonctionner avec l'élu. Lorsqu'on a une résidence senior ou lorsqu'on a une résidence intergénérationnelle, on a bien vu qu'il y a deux difficultés, c'est le service à apporter lorsque les personnes
avancent dans l'âge, parce qu'en intergénérationnel, en résidence-service, les personnes vieillissent. À un moment donné, il faut leur apporter du service d'accompagnement. Et il y a aussi la difficulté de sortie de ces logements-là qui ne sont pas ni des résidences autonomie, ni des EHPAD. À un moment donné, il faut trouver des solutions. Et vous en avez un, puisque vous avez ce fameux rayonnement avec des conventions, des accords qui peuvent être passés avec des établissements médico-sociaux. Mais c'est ça qu'il faut travailler très en amont. Travailler des conventions, de la mutualisation, ouvrir les établissements médico-sociaux, résidences autonomie et EHPAD, qui sont ce qu'ils sont. Finalement, l'argent, il est là. Hein. Et les solutions sont là. Mais malheureusement, le fonctionnement en silo fait qu'on n'arrive pas à les connecter. Et une fois qu'on aura connecté ça, les solutions seront bien meilleures. Monsieur Desmazières, j'imagine que vous êtes... Oui, non, c'est vrai que les solutions sont là. Aujourd'hui, on a l'enjeu de la construction, et de la construction en ville. Et c'est vrai qu'on a cette conviction à porter sur l'habitat heureux dans une forme d'intensité forte de la ville. Juste un chiffre, entre 2018 et aujourd'hui, c'est plus 20% de permis de construire en maison individuelle, contre moins 12% en collectif. Donc on est vraiment dans l'étalement urbain. Et on n'a pas stoppé ce rythme. Et donc tout l'enjeu pour nous professionnels, on a les outils qui vont répondre aux besoins des populations, et très diversifiés, on le voit bien, c'est de convaincre nos élus d'aller vers une densité qui fasse une ville aimable et une ville qui soit belle aussi. Et donc le rapport à l'extérieur, par exemple, la végétalisation de nos opérations, c'est des solutions qu'on peut apporter aux élus. Parce que ce qu'on touche du doigt, c'est le manque de permis de construire, tous autour de la table ici. Et donc l'enjeu, c'est de convaincre. Il y a un autre point qui va servir quand même nos dessins, c'est le sujet de la construction bas carbone et la zéro artificialisation nette des sols, avec la transformation de la ville existante. On a, avec la crise sanitaire, un bon nombre d'immeubles de bureaux qui sont devenus obsolètes. En Ile-de-France, c'est 52 millions de mètres carrés de bureaux. Et donc un certain nombre d'entre eux ne vont plus trouver preneur parce qu'ils ne correspondent plus aux attentes, et puis dans leur performance énergétique, ils sont très défavorables. Et donc cette transformation bureau-logement ou bureau-bureau, si on a encore besoin d'aller au bureau, c'est important, elle est une solution, et une solution bas carbone qui permet à la fois de construire et de préserver les enjeux climatiques. Tout en réussissant, justement, vous imaginez de plus en plus, maintenant on le sait, on le voit de plus en plus, on n'imagine plus un bâtiment tout seul, et on l'a vu, l'importance pour les seniors, pour les jeunes, etc., d'arriver à se mélanger, de travailler cette mixité d'usage de gens. Et justement, vous avez cette vision aussi de temps en temps en termes de ville, de quartier. Oui, quand on peut le faire à l'échelle de l'immeuble, c'est vraiment une belle performance. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir retrouver... Et ça pousse à l'innovation. Je crois que vous avez d'ailleurs des points où vous imaginez une entrée pour les étudiants, une entrée pour les... Oui, on a une offre avec une double entrée Biome qui permet effectivement d'avoir un senior ou un jeune actif ou un futur jeune actif étant adolescent dans l'appartement familial avec cette double entrée. Donc on a plein de solutions à proposer. Et donc il faut qu'on puisse les mettre en œuvre. Et le chantier de la transformation de la ville, il est devant nous. Alors il faudra nous aider, parce qu'économiquement, c'est très coûteux de transformer un immeuble de bureau en logement, parce que d'un point de vue structurel, d'un point de vue des circulations verticales, c'est des travaux qui sont très lourds. Ça coûte plus cher de réhabiliter lourdement un immeuble et de le mettre aux normes, aux meilleurs standards européens, que de raser et reconstruire. Et donc cet enjeu-là, il faut qu'on le porte ensemble collectivement. Et il y a une solution, c'est d'économiser le foncier. On économise la matière, on économise le foncier. Et donc il faut accepter la surélévation, des surélévations en structure bois pour la plupart. C'est aussi le moyen de créer de la mixité sociale en ayant du bureau en partie basse et du logement en partie haute. Donc on a plein de solutions, les professionnels. Il faut que ce sujet-là soit maintenant sur la table et que d'un point de vue législatif, on soit aidé. Et on voit aussi que justement cette nécessité de désiloter un peu, Monsieur Dubois, vous êtes également dans cette idée qu'on peut mutualiser aussi un petit peu, notamment pour ces accueils de toutes les générations. Oui, je crois qu'il y a évidemment la mixité dans la pension de famille, mais aujourd'hui la plupart des projets que l'on porte, que l'on réalise sont dans les opérations immobilières de Nexity, avec des logements classiques. Donc on a bien une mixité dans la copropriété, on est souvent syndic, et ça se passe merveilleusement bien. Le privé et le public peuvent se rejoindre. On a des exemples, alors pas encore avec Maison de Marianne, mais pourquoi pas, volontiers. Et on le fait avec ce Studéa, on a un projet à Montpellier par exemple, avec notre filiale, avec des logements étudiants, et c'est plein de vie, parce qu'on voit après la vie qui va avec, qui se crée, c'est-à-dire que les gens de la pension de famille vont partager des jardins, vont partager des activités avec les gens qui y habitent à côté. Donc on a aussi des mixités entre
pensions de famille et des centres d'hébergement d'urgence. C'est un peu les mêmes publics, mais ce n'est pas les mêmes statuts, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et puis on a quelque chose qui arrive là, qui me passionne assez, c'est en fait ces résidences qu'on appelle hybrides, qui sont portées par des grandes associations, alors Habitat Humanisme qui était là tout à l'heure, qui est un de nos partenaires, mais Groupe SOS aussi, donc des grandes associations qui cherchent à faire des endroits plus importants, parce que pour son famille, elle a un défaut, c'est qu'elle est toute petite, c'est beaucoup de travail pour faire 20 studios ou 25 studios. Et quand on arrive à faire des projets un peu plus importants... Donc finalement à l'échelle du quartier. Quoi. Voilà, et où on mixe en fait les résidences pour personnes en situation de handicap, pour une pension de famille, un centre d'hébergement de femmes victimes, on peut réussir à mettre à côté ces différents publics, et ça permet aux associations de mutualiser leurs accompagnants. Ce que disait M. Baston tout à l'heure, ça demande aussi une exigence pour l'architectural, parce qu'il ne faut pas se louper quand on fait ça. Je crois que c'est important. On commence à avoir des premiers projets, donc on n'y est pas encore, mais je pense que c'est une vraie voie pour donner un peu de volume, parce que les besoins sont immenses. Et quelque part, voilà. Et puis on s'adapte aussi aux besoins de la ville, aux besoins de la collectivité. Et on a compris en plus que l'essentiel était aussi, on l'a vu avec Maison de Marianne, on l'a vu également là, cette animation en fait. Que finalement, on peut mettre des gens les uns à côté des autres, mais il faut qu'on arrive à les faire se rencontrer et puis, c'est vrai que ce qui est très important, si on veut réussir des projets de mutualisation, de gestion partagée, il faut qu'au niveau architectural, ce soit décidé, programmé dès le départ. Parce que si vous positionnez juste une pauvre petite salle d'animation au milieu de rien, ça ne va pas fonctionner. Il faut que les entrées fonctionnent bien, il faut que les salles partagées fonctionnent bien. Là encore, agir ensemble. Ah ben oui, on voit bien que quand on veut ouvrir, par exemple, un établissement médico-social vers l'extérieur, quand on veut faire un restaurant qui est ouvert à l'extérieur avec une cuisine pro, où les personnes âgées de l'extérieur, ou même les gens extérieurs viennent manger dans l'établissement, il faut que ce soit décidé bien en amont. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc c'est cette vision d'ensemble, et c'est là où il faut que les élus aussi nous aident, parce qu'il faut de l'espace, il faut un peu de foncier, il faut être aidé, il faut de la mobilité, il faut avoir un peu de marge de manœuvre qu'on n'a pas toujours, malheureusement, parce que les agréments sont ce qu'ils sont, chacun sur son petit domaine d'activité, le département va décider ça, l'ARS va décider ça, le maire va décider ça, et il y a politiquement, souvent en plus ça ne se connecte pas, pour des raisons politiques d'ailleurs. C'est encore une fois chacun dans son sens. Et voilà, et nous alors qu'on a des solutions, il n'y a pas de confrontation et de difficulté entre le public bailleur et les promoteurs. Les solutions, on est tous d'accord pour les trouver. La difficulté, elle est. Et finalement, la difficulté, c'est aussi dans cette communication et cette pédagogie, parce que finalement, chacun dans son coin. Là, on a réussi on vous réunit beaucoup, mais chacun finalement a certaines solutions, ses financements, etc. Mais cette vision d'ensemble nécessaire à l'échelle du territoire, ça passera par la communication, par la pédagogie. Oui, et puis par la démonstration. Et la démonstration. Il faut être capable de faire des projets ensemble et de les montrer. Et c'est là où ça marche. Alors, je pense que vous avez entendu, ils sont tous pour les architectes. Peut-être vous voulez rajouter peut-être un dernier mot sur cette coopération. Oui, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est à la collectivité aussi de prendre position. Je pense qu'il y a une vraie décision de la part des élus de qu'est-ce qu'on fait du foncier. Et on parlait de la transformation des bureaux, ça peut très bien fonctionner pour l'habitat senior parce que c'est des petits logements. Moi, je transforme des bureaux en co-living, donc c'est plus facile que quand on fait des T5. Mais il y a aussi un sujet, c'est la réhabilitation du foncier de l'État en France. Il y a beaucoup de bâtiments dans des petites communes qui appartiennent à la collectivité et qu'on peut aussi transformer, qui peuvent être donnés à titre gratuit justement pour ces projets-là. Et je pense que ça peut contribuer à faire qu'on peut aussi faire des projets bas carbone en transformation, même si c'est vrai qu'aujourd'hui ça coûte plus cher que de construire du neuf. Ce que je propose, c'est que l'année prochaine, on se donne rendez-vous, on recommence et on met un élu, ou des élus en plus, voilà, parce qu'un tout seul, c'est pas sympa pour lui, mais des élus en plus, ou des projets qui sont aussi portés par des élus pour que les élus montrent aussi leur engagement sur le sujet. Parce que je pense que tout le monde est d'accord, en fait, tout le monde a envie, vous vouliez rajouter. Non, mais on a aussi de très belles références, parce que nos élus, on leur jette vite la pierre. Si on prend l'exemple du quartier des Jeux Olympiques, c'est un quartier, le premier coup de crayon, c'était fin 2019, et il sera livré fin 2023, c'est quasiment 3000 logements. C'est un vrai quartier de ville qui, à un temps donné, va accueillir les sportifs, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et c'est un très bel exemple de mixité, à la fois intergénérationnelle, sociale et fonctionnelle avec le bureau et le logement.
Il y a aussi de très beaux exemples en France. Hein. Il y en a un qui me revient également, qui était aussi porté un peu par Habitat et Humanisme, qui était le quartier Saint-Vincent-de-Paul, dans Paris, où il y a justement une volonté de mixité d'usage et de mixité sociale, même de mixité sur les étages, à un même étage, et en transformant tout à fait ce quartier. Alors je me tourne vers... Merci déjà. Il y a des projets, alors je me permets aussi je d'en vous en citer prie. un, la Cité des Aînés à Saint-Étienne, qui est particulièrement aussi remarquable. Et je pense qu'il faut qu'on le redise aussi, votre nécessité d'accompagner aussi les usagers, même dans leur logement, à anticiper, à prévoir et adapter leur logement, bien évidemment. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir. Voilà, on pose des petites graines, mais je vais me tourner vers la salle. Peut-être avez-vous des questions ou vous voulez rajouter quelque chose? Non? Ah si, monsieur. Ah, est-ce qu'on peut avoir un petit micro devant, s'il vous plaît? Alors, c'est mieux avec le micro pour la retransmission. Peut-être, merci, je serai pas long. Effectivement, pour être aussi un peu dans le secteur, la difficulté de travailler en silo est plus qu'un frein, et d'ailleurs, ça décourage très très souvent. J'ai deux questions, une à titre de citoyen et l'autre à titre professionnel. Vous disiez tout à l'heure effectivement qu'il faut qu'on s'ébatte de végétaliser beaucoup de l'espace urbain. J'ai eu à gérer il y a 6 mois pour accompagner l'ouverture d'une résidence-service senior dans une région près de Pont-Saint-Esprit avec la Banque des Territoires. Voilà. Une difficulté logique, c'est que sur une résidence de 90 logements, on ne pouvait pas contourner les 90 places de parking. Qui était un non-sens dans le moment où les personnes âgées, disons au maximum, ils utilisaient 30%. On a dû garder un espace bétonné, inutile, moche et tout. On ne pouvait pas le mettre au sous-sol parce que c'est plus de 10 000 € la place pour la construction. Donc ça fait partie des choses inutiles, désagréables, voire une erreur d'appréciation. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous avez un avis. Est-ce qu'à un moment donné, les PLU arriveront à être un petit peu plus logiques? Je ne sais pas qui intervient là-dessus. Deuxième question à titre citoyen. Vous disiez tout à l'heure 52 millions de mètres carrés disponibles de bureaux Paris. Ah, ok. C'est le parc entier, 52 millions de mètres carrés. Donc il y en a un certain nombre qui sont loués et occupés. Aujourd'hui, on voit effectivement beaucoup des bureaux vides dans Paris. Il va falloir les transformer demain. Mais on continue effectivement à construire encore beaucoup. Si vous prenez derrière la N20, Arcueil, Bagneux, etc., vous avez des dizaines et dizaines de milliers de mètres carrés qui se construisent et on se demande qui va les occuper. Alors, c'est loin, il y a un tout petit peu de notre sujet. Oui, mais on se auto-tire une balle dans le pied, si je puis dire, par rapport à notre cause de préparer l'habitat modulable demain. Alors, on est un petit peu éloigné de notre sujet, je suis désolée, Non, mais vous l'aurez dit. Revenons non, mais sur le bureau aussi, il y a des nouvelles attentes qui ont fait jour. En particulier, le rapport à l'espace extérieur, qui était vraiment exclusivement résidentiel il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un must-have pour un utilisateur. Et donc, il y a des bureaux qui ne sont plus du tout adaptés au travail en équipe et qui sont plus attractifs, qui sont mal situés. Donc, on a encore besoin de bureaux neufs. Après, tout l'enjeu, c'est de le faire dans un bilan carbone qui soit optimal. Et la construction bois, c'est un puits carbone, le bois. C'est-à-dire que le bois, si on le laisse pourrir en forêt, le CO2 il est rejeté, donc tout ce qui a été capté pendant sa durée de vie il est rejeté. La construction bois permet de capter justement ce carbone. Donc il faut voir aussi le bâtiment comme une solution, y compris par rapport aux enjeux climatiques. Merci beaucoup. Alors... Et sur les PLU, juste un mot sur les PLU. On peut critiquer les PLU, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce cas particulier, il est criant, mais aujourd'hui quand même globalement, si on avait des permis de construire qui étaient en adéquation avec nos PLU, on aurait 30% de construction en plus. Et donc ça, c'est déjà une première solution. Oui, rapidement, Jean-Pascal Chirin, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. C'est plus un complément d'une réflexion que nous menons justement pour réinventer les lieux de vie, que ce soit pour de l'habitat de personnes avançant dans l'âge ou toute personne finalement. C'est de raisonner à une maille plus large, qui est celle notamment de l'îlot, parce que en brassant finalement plus largement les situations que nous pouvons rencontrer en termes de requalification architecturale, eh bien on va pouvoir répondre simultanément à plusieurs questions qui se posent. Celle d'un habitat intergénérationnel, celle également d'une revitalisation
des activités de service et commerciales d'un certain nombre de lieux de vie ou de quartiers, et finalement de permettre une réinsertion plus harmonisée de l'ensemble des populations qui prennent en compte les mutations dont on a parlé, démographiques, sociales, etc., etc. Voilà, donc c'est juste une réflexion que l'on retrouve d'ailleurs, on en a parlé pas mal aujourd'hui, dans des grands programmes que peuvent être Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, que nous développons au Club de l'amélioration de l'habitat également, dans le cadre des opérations de requalification architecturale, environnementale et urbaine. Voilà, c'est juste une remarque, parce que ça permet d'ouvrir la réflexion. Tout le monde a envie de parler, alors. Madame, je vais vous laisser encore... Dominique Riquier-Sauvage, je suis architecte urbaniste et j'ai été membre du Conseil économique, social et environnemental. Et on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. À vous entendre, on comprend bien que tout le monde est prêt à se mettre autour de la table et qu'il y a un hic malheureusement avec nos élus qui ne savent pas comment faire. J'ai vraiment le sentiment qu'en France, on n'est pas du tout habitué à ce qu'on appelle... Il y a des pays qui sont beaucoup plus novateurs en matière de concertation et participation. Je sais très bien que parfois, ça vous fait peur, parce qu'on ne sait pas où on s'embarque. Il faut quand même savoir où on veut aller, quel est l'objectif politique. Mais ne pensez-vous pas que s'il était demandé à toutes les collectivités locales de mettre en place des conseils de développement local où toute la société civile serait représentée, vous y compris, conseil de développement où on mettrait les gens, les jeunes, les anciens et on participerait et on inventerait, on arriverait à trouver en fait, à faire un vrai diagnostic partagé, même avec les industriels, avec tout le monde, en fait, avoir un diagnostic partagé, à savoir où on veut aller. Et peut-être que ça dédramatiserait un petit peu cette notion de concertation qui fait très peur à nos élus, en fait. Donc, il y a certains conseils de développement qui existent, mais je pense que c'est pas assez développé pour mettre la mayonnaise en route, la faire lever. Merci, vous voulez réagir? Juste une réaction. D'abord, je pense que tout le monde n'est pas d'accord. On donne une vision idyllique parce que je pense que vous avez les deux promoteurs peut-être en France qui sont plutôt tournés vers ces choses-là de solidarité, de mixité. C'est quand même pas le cas de toute la profession en France. Et tant pis si ça fâche un peu, mais je tenais à le dire quand même. Après, bien sûr, cette vision du quartier, en fait, c'est à l'échelle du quartier, c'est évidemment la vision qu'il faut avoir, bien sûr. Oui, ça dépend de l'échelle, bien sûr, mais c'est comme ça qu'il faut emmener les élus, bien sûr. Et ça, on a un petit peu de mal aujourd'hui. C'est exactement ça, il faut arriver à dézoomer, parce que là, nous, on gère avec un projet d'immeuble, on gère uniquement les intérêts particuliers. Et donc, trop de voitures dans la rue, un peu moins de soleil à certaines heures de la journée, et donc on n'est pas sur un intérêt général. Et c'est vraiment donc une concertation beaucoup plus en amont et sur une échelle plus large que celle de la parcelle qui serait effectivement nécessaire. Mais y compris au moment où on établit la règle. C'est après quand on établit le projet, mais quand on établit la règle, c'est a priori le rôle du politique. C'est quand même un petit peu ça. Coopérer, collaboration, dialogue, une fois de plus, partage. Alors, une dernière question, madame. En fait, j'en ai deux, mais il y en a une qui est très rapide. C'est où est-ce qu'on peut trouver le carnet de l'exposition? Parce que vous avez dit que ça peut être une source de programme. Et la deuxième, je la ligne tout de suite, c'est en fait dans les propositions qui ont été faites et dans les deux présentations, vous avez évoqué, de mon point de vue, plutôt des opérations de grande taille. Et donc, ça veut dire pour moi forcément des opérations en ville, mais en ville dense. Et donc, comment se passe le logement pour les personnes seniors qui sont en rural, en milieu rural, et qui n'ont pas forcément envie de le quitter non plus, parce que voilà, c'est un vrai sujet, je pense. Mais... Pour vous répondre sur le livre, donc, ça s'appelle Coup de vieux et si l'habitat senior participatif pouvait changer le logement. Et c'est au pavillon de l'Arsenal à la librairie, mais il est aussi accessible, vous pouvez le commander en ligne. Et juste, je dis un mot et je vous passe la parole. Vous verrez dans ce livre que sur les 10 projets que nous avons étudiés, il y en a certains qui sont dans des milieux ruraux et qui sont positionnés plutôt dans les centres-bourgs, quand même dans des communes où il y a quelques commerces, à moins de 10 minutes d'une pharmacie, etc. Donc en fait, c'est juste de sortir, quand même, se rapprocher du centre-bourg.
Oui, c'est pas forcément dans des grandes villes, ça peut être dans des petits bourgs. Je vous en prie, monsieur Arnoux, vous vouliez rajouter? Oui, alors non, simplement un début de réponse, parce que je n'ai pas la réponse, mais pour les territoires ruraux, vous avez le réseau francophone Ville Amie des Aînés, donc qui regroupe des grandes villes, mais aussi des tout petits bourgs, qui s'est vu chargé par la CNSA d'accompagner justement l'émergence de projets. Pardon? La CNSA? La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pardon. On aime bien les acronymes dans notre secteur, mais voilà, il y en a beaucoup trop. En fait, c'est la CNSA qui, sous le couvert du ministère de la Santé, avait mandaté Dominique Libaud, pas Dominique Libaud, Jacques Wolfrom et M. Pifteau, pour décrire finalement c'était quoi les habitats adaptés, partagés, inclusifs, dont beaucoup sont à destination justement des territoires ruraux. Et donc l'État investit, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais enfin c'est quand même quelques millions d'euros, justement pour financer l'ingénierie de projets en territoire rural d'habitat à taille humaine pour de l'habitat partagé et inclusif. Mais justement, alors j'ai un bel exemple, parce que j'étais lundi dans un tout petit village de Normandie, où ça illustre ce que vous dites, c'est qu'en fait il y avait un énorme EHPAD, affreux, enfin un truc vert kaki, truc, et le centre-bourg qui est en train de mourir. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu absolu de re-raisonner, je dirais, localement, pour effectivement, et Dieu sait si des immeubles vides il y en avait, pour recentraliser plusieurs modes de vie. L'EHPAD a une vocation, les maladies neurodégénératives, et on doit revenir à l'essence même de l'EHPAD, et puis après susciter à tout échelon, là encore, on est sur des sujets qui touchent le domaine de la santé, donc qui sont gérés par l'administration de la santé, des sujets du logement qui sont gérés par d'autres. Exactement. Encore une fois, cette nécessité de collaboration. Mais il faut, je pense, quand même susciter l'intérêt du politique à tous les niveaux, jusqu'au plus petit village, pour se poser la question, finalement, c'est quoi le parcours adapté à mon territoire, à ma ruralité, pour effectivement apporter les bonnes réponses et pas désertifier finalement plus rapidement avec le vieillissement des villes, parce qu'il faut se rappeler qu'un senior qui reste, c'est une richesse. Ça peut faire tourner du commerce, des services et ainsi de suite. Il faut raisonner à l'inverse. Et en milieu rural, c'est pas plus compliqué qu'en métropole ou en ville de développer ce type d'opérations. On va avoir des opérations qui vont s'adapter au site. Alors il faut du service par contre, il faut un minimum de service. Ce qu'on ne fait plus, c'est vrai. On ne met plus d'établissements ou de résidences très éloignés des centres-bourgs parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des problèmes de mobilité, des problèmes d'accès aux services. Mais s'il y a un minimum de services, ça fonctionne très bien. Et on va, par exemple, avoir des jardins, parce que les gens qui ont quitté une maison avec un jardin, il leur faut quand même un petit coin de jardin. Voilà. Mais on va s'adapter. Mais ça fonctionne très très bien. Il suffit que l'élu réponde à la sollicitation. Écoutez, merci à tous. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà, donc cette session se termine au Salon Honora. Je vous remercie à tous d'avoir été présents pour cette 4e édition et continuons à agir ensemble.